Alors vous allez faire venir des Palestiniens qui sont des Arabes, hein, et qui font ce qu'ils font chez eux. Et vous venez de les faire habiter ici, ils vont vivre avec les Congolais qui ont déjà des difficultés à vivre avec leurs frères africains rwandais. Vous comprenez ça? À l'Est là-bas, est-ce que la cohabitation interethnique est facile? Quand un Rwandais arrive à Kinshasa, il habite où? Il est dans les guest house, il n'est pas dans la cité comme toi et moi. S'ils sont ceux qui sont africains, voisins, de quelques millimètres, ne sont pas acceptés ici. À plus forte raison, les Palestiniens. Mais ce genre d'information mérite d'être clarifié et j'espère que le ministre de la Communication et Médias ne va pas s'arrêter à ce tweet et qu'il va inviter son collègue des affaires étrangères pour clarifier cette situation grave à l'intention de tous les Congolais pour que l'on puisse en avoir le cœur net. Il est temps que les Congolais ouvrent les yeux et ne laissent pas leur pays s'en aller. Puisqu'à un moment donné, durant la campagne, on a entendu des slogans des candidats de l'étranger. Alors, les gens ont maintenant à cœur apprécier qui étaient effectivement les candidats de l'étranger. Ça, c'est un non-dit, hein. On sait qu'effectivement, le président de la République a décidé d'entretenir des relations privilégiées avec Israël. Il envisage même de déplacer notre ambassade qui se trouve à Tel Aviv vers Jérusalem pour confirmer qu'il est, en tout cas, il soutient la cause israélienne plutôt que la cause au détriment des Palestiniens. Alors, nous avons encore des Rwandais qui sont à Dolisie, qui traversent Pankana pour le Congo. Ils sont mal vus, ils sont tantôt Mobondo, tantôt Rwandais, on n'en sait pas grand-chose, on n'arrive pas à les maîtriser. Alors vous allez faire venir des gens qui sont loin, dont vous connaissez la réputation lointaine, et vous les faites venir ici pour gagner quoi? Pour gagner quoi? Est-ce que vous êtes pour les Mwanamboka ou vous êtes des candidats de l'étranger? Je pense que je reviens sur l'exemple. Lorsque dans une salle de classe, il y a eu tricherie déclarée, le préfet qui est saisi annule l'examen et redonne la recomposition de l'examen à un autre professeur pour le même cours. Et tout l'examen est annulé. Vous comprenez? L'examen est annulé et on donne la recomposition de l'examen à un autre professeur. Le grand problème, c'est que la sécurisation du processus a failli. Ça, on doit le dire. Le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité a failli sur ce domaine. Ça, c'est clair. Là, parce que ce n'est pas normal que des dignitaires du régime se retrouvent avec des machines à voter dans leur maison. Donc, la sécurisation du processus a failli. C'était les mêmes jours. C'était la même chose plutôt. Avec, non, c'est pire. Avec Nanga, on parlait aussi de machines. Je crois que c'était vraiment pire. Ça a vraiment été généralisé. Et en tout cas, la sécurisation a posé problème. En tout cas, je ne sais pas si les centres de vote étaient sécurisés par la police, les éléments de l'ANR. Ne parlons pas de la durée. Donc, on a assisté à des élections dignes d'une république bananière. Citoyen, oui, il peut le faire, mais la déclaration qu'il a faite en disant que la CENI avait fait. Non, c'était les constats faits au niveau de ces centres, là où il était. Moi, c'est mon point de vue. D'après moi, il ne devrait même pas parler. Un président d'une cour constitutionnelle ne parle pas, ne doit pas communiquer à tout bout de champ. Et là, déjà, pour moi, c'était une erreur. Et maintenant, il aura du pain sur la planche. Il devra, en tout cas, juger sur pièce les différents dossiers, des milliers de dossiers qu'il aura sur sa table pour départager aussi bien les députés de l'Union sacrée entre eux. Et ça, c'est grave. Donc, le camp présidentiel, les membres du camp
présidentielle vont se tirer dessus, vont batailler entre eux, et c'est pas bon pour une majorité au niveau du Parlement, et ça nuit vraiment à l'image de notre démocratie aujourd'hui, de voir qu'il y a des irrégularités à grande échelle pour les élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales. Et pensez-vous que les opposants trouveront gain des causes en demandant l'annulation des élections? Je ne pense malheureusement pas. Je crois qu'il faudrait tout simplement que la justice puisse faire son travail et puis faire élire, en tout cas reconnaître les résultats des bons députés, parce que même, comment il s'appelle, le président de la CENI a condamné les agissements de ce qu'il a appelé les candidats fraudeurs. Donc il faudrait qu'on puisse rendre justice aux bons candidats, et je crois qu'il y a des gens honnêtes dans ce pays. Mais malheureusement, on constate qu'il y a eu une tricherie généralisée à travers toute la République. Généralisée. Absolument, au niveau de Massima Nimba, au niveau du Sankourou, en tout cas, on a des plaintes partout, sans parler des districts de Kinshasa, Lukunga, Tchangou et autres. Et c'est très déplorable pour notre démocratie. Et quant à l'annulation des élections, on peut les annuler, mais pour les organiser quand? En tout cas, alors il faudra encore une fois se mettre autour d'une table. Quand vous dites qu'on peut les annuler, ok. Pour les organiser quand? Comment le pays sera géré? Non, justement. Donc, vous prétendez ou vous projetez encore un fameux. On va encore aller à la table de négociation. Alors que la CENI a publié les résultats, les Congolais semblent être. Oui, pour le président de la République, peut-être que lui, bon, il est déjà tiré d'affaire. Le président de la République est déjà tiré d'affaire, mais c'est au niveau des députés nationaux. Alors, que voulez-vous dire concrètement? Donc, on annule pour le député et on conserve pour... oui, vu que pour lui, il est déjà élu. Il a déjà été proclamé président. Et contrairement... Ils étaient élus le même jour, c'est le même bulletin. C'est vrai si qu'il vous y a le mettez encore, en cause pour le député... Ça va de pair pour... absolument, d'autant plus qu'il y a encore... la Cour constitutionnelle devra, en principe, se prononcer pour son cas de manière définitive. Là, je vous le concède qu'il y a quand même problème à ce niveau-là. Il y a problème. Cher Aimé, sauf si vous aurez réagi par rapport à ce qu'il venait de dire Adelin, en rapport avec l'annulation de ces scrutins, une demande faite par l'opposition. D'ailleurs, je rappelle, ou encore rappelle à tous ceux qui nous suivent, que Théodore Ngoï avait déposé une plainte. Eh bien, la Cour constitutionnelle s'est mise pour analyser les dossiers, pour trancher. On va en savoir plutôt plus si ça sera comment la suite. Mais du moins, il y a lieu de parler de ces dossiers. Le prétendu accueil des immigrants palestiniens sur le sol congolais. Le porte-parole du gouvernement, j'ai lu au départ et je me répète, il a rejeté, n'est-ce pas? Il remet en cause toutes les accusations. Il a dit clairement qu'il n'y a eu aucune négociation, aucune collaboration entre le gouvernement de Kinshasa et le gouvernement israélien allant dans ce sens-là. Sinon, quelles sont vos analyses vous pensez par rapport à ça? Avant de répondre à cette question, je pense que Adelin a dit très clairement les choses. Et je pense qu'il ne sert à rien d'avoir des dirigeants tricheurs. J'ai rappelé dans un autre format, j'ai étudié dans une institution scolaire de ce pays, où dans un point de règlement, on disait qui vole œuf vole peu. Donc c'est tout comprendre qu'on peut pas, il n'y a pas de petits vols, de grands vols, d'autant plus que le processus a été émaillé de ces irrégularités. Et comme on dira dans une salle de classe où on passe un examen, si 4-5 personnes trichent, même si on n'a pas attrapé les autres, mais en tout cas, un préfet qui est sérieux procède à l'annulation de l'examen de cette classe-là et récompose une autre examen ou confie la récomposition de l'examen à une tierce personne. C'est compris? C'est clair. Bon, c'est là s'entend. S'il faut organiser les élections, il faut les faire pour le bien du pays. Ou encore, non, c'est-à-dire on ne peut pas avoir des députés trichés si on n'a pas de président élu de manière frauduleuse. C'est cohérent. Ce que vous voulez dire en clair, c'est que si on annule les élections, il faut récomposer aussi la CENI. Effectivement. Vous avez dit. En plus, c'est ça justement. C'est-à-dire quand il y a dans une salle de classe, on a triché dans un examen, même si ce n'est pas la totalité de la classe qui a triché. Le préfet annule l'examen pour cette classe et confie la récomposition du même examen à une autre personne. C'est clair. Bon, s'agissant du dossier des Palestiniens. Voilà. Les immigrants palestiniens. Oui, soyons un peu sérieux. D'abord, j'ai beaucoup de respect pour certains officiels.
les tweets auxquels vous faites allusion, là été sur un compte privé. Ce n'est pas sur les comptes officiels du gouvernement. Mais du moins, c'est le porte-parole du gouvernement. Oui, on ne dénie pas sa qualité, mais c'est un compte que le gouvernement a institué. J'ai suivi le Conseil des ministres de cette année, de l'année dernière. Il existe des comptes officiels du gouvernement sur lesquels les officiels s'expriment dans les réseaux sociaux. Si quelqu'un s'exprime, il donne son opinion. Hein, je le respecte, c'est son opinion, mais il ne l'a pas fait sur les comptes officiels du gouvernement. C'est un officiel, bien sûr, qui attend d'être validé comme député ou pas. Je ne sais pas s'il continue à exercer ces mêmes fonctions de manière totale, hein, et pleine. Donc là aussi, ils exercent des affaires courantes. Oui. Donc ils ne sont pas engagés à... Bien évidemment, ils ne sont pas tenus d'engager l'État jusqu'à ce niveau-là. Non, mais je crois qu'ils ne sont même pas encore démissionnaires. Hein. Ils ne sont pas démissionnaires, ils sont en fonction. Parce que je l'avais suivi d'ailleurs, au dernier Conseil des ministres, le chef d'État leur avait demandé de travailler normalement pour que les choses évoluent sans bien. document. Il demande de prolonger le travail, mais il n'a pas un document qui leur demande de prolonger ces mandats-là. Je pense qu'ils travaillent de manière, comme on dit, en exerçant les affaires courantes sans les dire. Et je pense que cette réaction-là a été faite sur un compte privé. Ce n'est pas le compte officiel Twitter du gouvernement congolais. Deuxième chose, le premier ministre Netanyahou est un officiel que tout le monde connaît de grande renommée internationale. Il a expliqué à la question de savoir si c'était dans quel Congo dont il parlait. Il a dit DRC, Democratic Republic of Congo. N'est-ce pas? On n'a pas inventé où iraient les Palestiniens. C'est en République démocratique du Congo. Et il dit les accords avec les officiels congolais, les accords secrets, ont été conclus de manière à accueillir très prochainement les émigrés palestiniens. Et le texte écrit en anglais, et Netanyahou est revenu sur un média de son pays. Vous voyez un peu l'importance des médias nationaux. Ce n'est pas comme certains officiels congolais qui préfèrent s'exprimer dans un média étranger sur une position officielle. C'est Daily Est, un média israélien. Il a parlé sur The Times of Israel. C'est un média israélien. Vous comprenez? Donc il confirme que l'accord secret a été fait avec les autorités congolaises dans le but de les amener après. Au-delà de ces confirmations, en quoi ça peut nous être dangereux? Bon, tous les citoyens du monde peuvent habiter n'importe quel pays de la planète au nom de la solidarité. Quels sont les avantages? Au nom de la solidarité internationale. Mais sur le plan humain, nous avons déjà de sérieux problèmes à faire loger dans un habitat sain nos propres concitoyens. Soyons sérieux. Allez à Pakadjouma, par exemple. Est-ce que dans cet habitat-là peuvent vivre les Congolais dans un pays fabuleux comme le nôtre? Si vous allez à Pakadjouma, à Kinshasa, dans la commune de Limete, en face de l'aéroport de Ndolo, si vous allez là-bas, ces habitations sont commodes pour accueillir les Congolais eux-mêmes, des citoyens congolais. Vous allez à Kingabwa, vous allez voir les gens habiter des taudis, non loin de Pakadjouma, à côté de Polar. Il y a des taudis là-bas. Les Congolais habitent là-bas. Hein? Vous venez même à Victoire, où habitent certains commerçants loubafones qui sont venus à Kinshasa. Les motards. Donc ils sont chez eux, mais ils habitent dans les taudis, incapables d'être relogés correctement par l'État congolais. Alors vous allez faire venir des Palestiniens, qui sont des Arabes, hein, et qui font ce qu'ils font chez eux. Et vous venez les faire habiter ici, ils vont vivre avec les Congolais, qui ont déjà des difficultés à vivre avec leurs frères africains rwandais. Vous comprenez ça? À l'Est là-bas, est-ce que la cohabitation interethnique est facile? Quand un Rwandais arrive à Kinshasa, il habite où? Il est dans les guest house, il n'est pas dans la cité comme toi et moi. S'ils sont ceux qui sont africains, voisins, de quelques millimètres, ne sont pas acceptés ici. À plus forte raison, les Palestiniens. Pourquoi avoir pensé à faire venir les Palestiniens? Les problèmes ici, ou encore la situation d'après vous ici, les conditions ne sont pas bonnes, ou bien nous ne sommes pas prêts à recevoir... Je parle seulement sur le plan humain, sur le plan, sur d'autres aspects internationaux ou sécuritaires. Je pense que dans le passé, lorsqu'on avait parlé des accords avec East African Community, on nous a fait quoi? Non, c'était une intention, on n'était pas dedans. Finalement, on a vu au fil des mois qu'on était dedans. Et il a fallu des manifestations sur manifestations à l'Est pour que la force des Est africaines parte. Nous avons l'épisode des Palestiniens. On ne dit pas qu'on ne prévoit pas qu'ils soient dangereux d'avance, mais seulement ils sont très loin. Il y a une solution internationale qui est en vue. On veut résoudre les problèmes des Palestiniens avec les Israéliens, donc les Juifs et Arabes. Oui. Et
on prend les deux États. On ne peut pas privilégier un État au détriment de l'autre. Mais pourquoi et de quel droit s'agirait le président de notre pays à privilégier une partie, Israël, parce qu'il a des intérêts particuliers là-bas, à faire venir, à faire appliquer la politique israélienne. C'est une politique officielle de Benjamin Netanyahu, qui veut que désormais, après le mouvement Hamas qui gère l'État palestinien actuel, que les émigrés palestiniens quittent les sols de leurs ancêtres et viennent ici. Vous voyez ce qui est dangereux? Ils sont chez eux. N'ont-ils pas le droit de rester chez eux? Et je rappelle ici que l'État d'Israël est constitué après la Deuxième Guerre mondiale, en 1948. Non, juste parce que Adlin également en 1948, et cet État a évolué comment? Il est constitué des terres des colons. Les colons ont acheté des morceaux de terre. Chacun avait un morceau de terre comme des morceaux de fermiers, comme les éleveurs, des batéqués, des éleveurs, des fermiers. Et puis, à la suite de la Shoah, des massacres des Juifs, ils se sont dit victimisés. Et avec la collaboration des Nations Unies, ils ont constitué l'État d'Israël avec 20 000 km². Ils ont construit ça comment? À partir des morceaux de terre achetés. Vous imaginez, vous allez au plateau Batéké, vous achetez des morceaux de terre, et lorsqu'on vous dit, mais est-ce que vous êtes à même d'être unis, vous constituez entre vous frères des terres, et ça fait ce que l'État d'Israël est devenu aujourd'hui. Donc, nous sommes là en face des gens qui ont conclu ces terres, et déjà, pendant ces années-là, la Palestine vivait sous autorité britannique, avec la colonisation britannique, et qui a résolu de partager la Palestine en plusieurs morceaux. Nous avons la Jordanie, vous avez une partie qui est devenue le Liban, et une partie qu'on a concédée, une plaine qu'on a concédée à l'Égypte. Et d'office, et du coup, la Palestine est restée avec la bande de Gaza. Et le problème qui a surgi tout de suite après, c'est le problème de l'espace, du pâturage et de l'eau. Israël dispose, n'a pas de cours d'eau, c'est un désert, il dispose de 2% de possibilités d'eau pour un grand espace habité par de 20 000 km², un peu comme le Rwanda. Alors, si vous mettez le Rwanda dans notre pays et vous imaginez à cet espace qu'il n'y a pas d'eau, quelle sera la conséquence? Ils vont chercher à étendre, à gonfler l'espace pour avoir accès à des rivières. Et l'avantage de la Palestine, c'est qu'il y a au moins 2 cours d'eau importants. Il y a 2 rivières qui sont là, qui approvisionnent les déserts et qui les permettent de planter, de s'adonner à l'agriculture, ce qui n'est pas le cas nécessairement pour Israël. Qui recherche d'abord à résoudre la question de l'eau et la question du pâturage. Et la densité est très large, près de 1000 habitants km². Donc c'est très important. Avec une population de 10 millions d'habitants, si vous faites les ratios par rapport à la surface de la superficie. Merci, cher Rémi, ça c'était vraiment le rappel historique. Alors, donc la question est très délicate et la question n'est même pas discutée au Parlement. Donc on vient encore prendre des mauvaises habitudes de ne pas discuter des questions au Parlement et on vient imposer la question aux Congolais. Ils vont cohabiter avec les Arabes ici. Encore que c'est le domaine réservé du chef de l'État. C'est le domaine du mais il a la latitude de faire valider cette proposition par le Parlement. Le Parlement n'est pas encore constitué. Attendez, je veux vous revenir. On va laisser le temps également à Adlin de... Je voulais chuter sur un petit point. Je pense qu'il est temps que les Congolais ouvrent les yeux et ne laissent pas leur pays s'en aller. Puisqu'à un moment donné, durant la campagne, on a entendu des slogans des candidats de l'étranger. Alors, les gens ont maintenant à cœur apprécié qui était effectivement les candidats de l'étranger. Ça, c'est un non-dit. Ouais. Sinon, vous avez suivi ce qu'il a dit. Netanyahou a confirmé l'information. Le gouvernement congolais, par l'entremise du porte-parole du gouvernement, il a dit non, il n'y a jamais de négociations. On ne peut que faire foi à ce que disent plutôt nos autorités, donc convaincus que ce n'est pas le cas. Mais s'il s'avérait vrai, Aimé a essayé d'évoquer quelques points, mais d'après vous, en quoi ça peut nous être préjudiciable? Bon, d'abord, il n'est pas aisé que les Congolais puissent prendre connaissance d'une information d'une telle gravité à travers un Premier ministre étranger, notamment Netanyahou, que tout le monde connaît. On sait qu'effectivement, le président de la République a décidé d'entretenir des relations privilégiées avec Israël. Il envisage même de déplacer notre ambassade qui se trouve à Tel Aviv
vers Jérusalem pour confirmer qu'il est, en tout cas, il soutient la cause israélienne plutôt que la cause au détriment des Palestiniens. Mais ce genre d'information mérite d'être clarifié et j'espère que le ministre de la Communication et Médias ne va pas s'arrêter à ce tweet et qu'il va inviter son collègue des affaires étrangères pour clarifier cette situation grave à l'intention de tous les Congolais pour que l'on puisse en avoir le cœur net. Mais en tout cas, on ne peut pas comprendre que comme ça, qu'on apprenne une telle information comme quoi on voudrait faire émigrer des populations palestiniennes du Hamas en République démocratique du Congo. On ne sait pas où on va les placer. Est-ce que ça sera à l'est du pays, au centre, ainsi de suite? Mais on se retrouve à faire des analyses. Voilà pourquoi on a posé la question de savoir en quoi ça peut nous être bénéfique ou encore en quoi c'est préjudiciable, peut-être ou encore dangereux. Pour bénéfique, d'abord, au départ, il y aura des problèmes de cohabitation parce que bon, c'est un peuple que il n'y a pas vraiment d'accointance comme telle avec ce peuple-là. Il faudra une période d'adaptation, de cohabitation. Et la crainte aussi, c'est que on sait que par exemple l'est du pays, mal à entretenir les autochtones au niveau de chez nous. Et nous savons que l'est du pays actuellement, nous savons que l'est du pays est gagné par une rébellion islamiste, des djihadistes même, et il ne faudrait pas que cette émigration des populations palestiniennes soit en quelque sorte une manière d'apporter du lot au moulin de ces terroristes qui sème désolation à travers notre pays dans sa partie est. Donc, j'en appelle vraiment au gouvernement de clarifier cette situation afin que l'opinion puisse vraiment en avoir le cœur net. Alors, merci beaucoup. Je pense que c'est par là qu'on va se quitter. Cher Aimé, je reviens. En guise de conclusion, je vais revenir, c'est vrai que nous allons boucler. En guise de conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces dossiers? On a parlé des sujets, les élections et les oui, qu'est-ce que vous en dites? C'est par là qu'on va se quitter. Bon, je vais être assez bref. Pour les élections, je pense que je reviens sur l'exemple. Lorsque dans une salle de classe, il y a eu tricherie déclarée, le préfet qui est saisi annule l'examen et redonne la recomposition de l'examen à un autre professeur pour le même cours. Et tout l'examen est annulé. Vous comprenez? L'examen est annulé et on donne la recomposition de l'examen à un autre professeur. S'agissant de la question de l'immigration palestinienne, c'est une question qu'il faut renvoyer tout simplement. Une question de bon sens. Parce que nous aurons de sérieux problèmes de cohabitation culturelle. Là, ce sont des Arabes. La plupart sont des croyances chrétiennes. Et puis, ces Arabes, nous connaissons de quelle souche ils sont. Pratiquement les groupes Hamas, ils vont venir s'installer ici. Ça ne sera pas pour la paix au Congo. Dans la mesure où nous n'avons pas encore la paix avec nos voisins, le Rwanda, la Zambie, les Soudanais, même les Brazzavillois. Il nous arrive parfois d'accord, même les Angolais qui jettent nos compatriotes dans la rivière. On a des suscités de nos compatriotes au bord du fleuve là, à Brazzaville. Ça n'a pas donné un procès précis. Alors, nous avons encore des Rwandais qui sont à Dolisie, qui traversent Pankana pour le Congo. Ils sont mal vus, ils sont tantôt Mobondo, tantôt Rwandais. On n'en sait pas grand-chose, on n'arrive pas à les maîtriser. Alors, vous allez faire venir des gens qui sont loin, dont vous connaissez la réputation lointaine, et vous les faites venir ici pour gagner quoi? Pour gagner quoi? Est-ce que vous êtes pour les Mwanamboka ou vous êtes des candidats de l'étranger? Et merci d'être venu. Merci pour cette intervention. Cher Adelin, c'est avec vous, nous allons boucler. En guise de conclusion, 2 minutes ou 1 minute 30, bien sûr, et puis on va se quitter. En tout cas, je suis désolé de dire que, en tout cas, je déplore le fait qu'à chaque fois qu'on s'engage dans un cycle électoral, les résultats sont toujours, en tout cas, contestés. Et on pensait, à chaque fois qu'on a un nouveau président de la CENI, on se dit que cette fois-ci, ça sera la bonne. Mais malheureusement, on se rend compte que c'est pire. En son temps, on nous disait que Kadima était expert. Et Kadima, il avait de l'expérience. Kadima, il était outillé. Kadima. Mais en tout cas, sur terrain, ça s'est révélé un véritable
excusez-moi le terme, de fiasco Un véritable électoral. fiasco. On l'a constaté et je ne sais pas Vous voulez dire en clair que Kadima, c'est un nul? En tout cas, sur terrain, il s'avère que, en fait, le grand problème, c'est que la sécurisation du processus a failli. Ça, on doit le dire. Le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité a failli sur ce domaine. Ça, c'est clair, là, parce que ce n'est pas normal que des dignitaires du régime se retrouvent avec des machines à voter dans leur maison. Donc, la sécurisation Mais du l'autre, à processus son temps a aussi, failli. c'était les mêmes jours. C'était la même chose plutôt. Avec, Non, c'est pire. Avec Nanga, on parlait aussi de cette fois-ci, machines qui, je crois que c'était vraiment pire. Ça a vraiment été généralisé. Et en tout cas, la sécurisation a posé problème. En tout cas, je ne sais pas si les centres de vote étaient sécurisés par la police. Il y a la durée, les éléments de aussi. l'ANR. Ne parlons pas de la durée. Donc, on a assisté à des élections dignes d'une république bananière. En chute. Nous devons le dire. Alors, Et c'est malheureux. et pour le dernier sujet? Non, pour ça, en tout cas, j'attends à ce que le ministre de la Communication fasse un briefing presse avec le ministre des Affaires étrangères pour clarifier la situation. Merci beaucoup. Merci à vous d'être des nôtres ce matin. C'est la fin de cette émission. La rediffusion, c'est à 18h. Demain, on va revenir sur ce même numéro, je crois, et on va vous retrouver le lundi pour un nouveau numéro. Merci à la disponibilité de Adlin Makpolo. Merci à Aimé Cyprien Dionzo d'être des nôtres ce matin. Merci à la réalisation de Brandon et Jires Mabeka. Merci à Tonton Ibongo. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.